Bonjour à tous. J'ai réalisé un entretien avec Éric Zemmour. Vous allez le voir juste après. Nous avons parlé de différents sujets, notamment les derniers propos polémiques d'Emmanuel Macron sur l'appel à la déconstruction de notre histoire nationale. On va voir ce qu'en pense Éric Zemmour. On a parlé également dans la foulée du bicentenaire de la mort de Napoléon et toutes les polémiques là aussi autour. Nous avons parlé de la crise Covid, pourquoi cette faiblesse des contre-pouvoirs. Et puis nous avons parlé de la nation, du rôle de la nation notamment dans les crises. Alors qu'on partage des orientations ou pas d'Éric Zemmour, vous allez voir, c'était passionnant, c'est intéressant, c'est stimulant intellectuellement. Et je suis heureux d'ouvrir cette chaîne à des personnalités qui ont des points d'accord, des points de désaccord. Mais c'est ça le débat, c'est ça notre capacité d'avancer dans notre pays. Je remercie Éric Zemmour pour cet entretien. Et vous me direz ce que vous en avez pensé évidemment en commentaire. Voilà. De toutes les façons, le combat pour le patriotisme, pour la France, pour la justice, pour la vérité, pour la liberté, c'est un combat essentiel que nous menons. Et je vous invite à nous rejoindre, à le mener avec nous. Le lien pour avoir cette carte orange d'adhérents aux Patriotes, pour adhérer, réadhérer ou faire un don de soutien à toutes nos actions se trouve sous la vidéo en description et ceci est largement défiscalisé pour vous. Le lien pour adhérer est également en commentaire épinglé et en fin de vidéo, en fin d'entretien. Vous pourrez cliquer directement sur l'écran pour nous rejoindre. Et je vous dis bienvenue d'avance aux Patriotes, qui est une maison commune des souverainistes. Et bravo, vraiment bravo, du fond du cœur à ceux qui font un don de soutien à toutes nos actions. Bon entretien et vive la France. Éric Zemmour, bonjour. Bonjour. Merci de répondre sur cette chaîne YouTube à quelques questions. Toujours un plaisir. Merci. Et un honneur pour nous. Alors, je vais commencer par de l'actualité chaude. C'est une interview qui a pas mal fait parler, celle d'Emmanuel Macron sur CBS, une chaîne américaine. Enfin, même s'il était en fait en duplex depuis l'Élysée, il a d'ailleurs répondu en anglais. C'était le 18 avril. Et il a sorti là, quelque chose qui a quand même fait un peu polémique et qui a surpris un peu ou pas. À une question de la journaliste américaine sur la lutte contre le racisme et les discriminations, il a répondu que pour mener ce combat vital, essentiel, il fallait, je cite, déconstruire notre histoire. Et là, moi, j'ai tout de suite pensé à Éric Zemmour. Je me suis dit, tiens, c'est intéressant, j'aimerais bien savoir ce qu'il en pense. Voilà, donc ma première question, c'est qu'est-ce que vous pensez de cette expression? Est-ce que ça vous a surpris? Et est-ce que, à votre avis, c'est le rôle, c'est ce qu'on attend d'un président de la République? C'est plusieurs choses, plusieurs questions. Ouais. La première question, il faut bien expliquer ce que ça signifie. Et vous avez raison de penser à moi, parce que, en fait, dans mon livre Le suicide français, c'est ça que j'ai essayé de raconter et d'expliquer. Comment on avait déconstruit le pays, la France et l'histoire de France. Déconstruire l'histoire de France, ça veut dire, en vérité, la détruire. Mais d'abord, on la déconstruit, c'est le préalable, c'est-à-dire qu'on montre qu'en fait, la grande idée de la déconstruction, c'est rien n'est réel. Rien n'est jamais vraiment arrivé. On a inventé. Tout ça est fabriqué, tout ça est factice pour soutenir des gens qui vous ont dominé, vraiment. Alors il y a des dominants et des dominés. Les hommes blancs sont les dominants. Et puis les femmes, les gens de couleur, les gens des colonies, les homosexuels sont des dominés. Oui, voilà. Et il faut absolument montrer que toute l'histoire de France a été inventée, mais je dis bien inventée, que tout est faux, pour permettre aux dominants d'imposer leur domination sur les dominés. C'est ça l'idée profonde de la déconstruction. Et donc, qui est une idée folle en vérité, mais bon, ça c'est une autre discussion. Mais quand Emmanuel Macron reprend cette terminologie, ça veut dire qu'il se coule, qu'il se place dans le cadre de cette volonté et de cette idéologie qui dit l'histoire de France n'a jamais existé, elle est inventée pour les raisons que je vous ai dites, et donc il faut en inventer une autre qui va plaire à toutes les minorités qui ont été assujetties par les méchants dominants. Et c'est ça qui est fou. Normalement, vous me dites, est-ce qu'on attend ça du rôle du président? Ouais, justement. Normalement, le président, c'est l'inverse. C'est-à-dire que, vous savez, il y avait une formule que je trouvais magnifique d'Emmanuel Berle qui disait du général de Gaulle, il a déridiculisé la France. Il voulait dire, vous avez bien compris, après 40,
l'humiliation suprême. Et donc De Gaulle vient dire, mais non, on a été un grand peuple, et souvenez-vous des croisades, et souvenez-vous des maréchaux d'Empire, et Malraux était le spécialiste de ça. Vous voyez, c'est exactement l'inverse. C'est le président comme grand instituteur national, comme grand prêtre du roman national, pour redonner de l'orgueil à la France. Et là, lui, c'est l'inverse. C'est-à-dire le grand déconstructeur national pour humilier les Français et pour leur dire, votre histoire, elle est inventée, ça n'a jamais existé. Tout ça, c'est du baratin. Vous voyez, c'est un mythe, au sens exact du terme. Quand on déconstruit l'histoire, on déconstruit le pays. Mais bien sûr, la nation. Surtout dans un pays comme la France. Surtout dans un pays comme la France, bien sûr. Dans un pays comme la France qui est, vous le savez très bien, forgé au fur et à mesure des siècles. Les rois prenaient une province, deux provinces, trois provinces. Et puis tous ces gens qui n'étaient pas ensemble, on leur a dit, voilà, vous avez une histoire glorieuse ensemble, donc vous restez ensemble. À partir du moment où on leur dit, vous n'avez pas une histoire glorieuse, et puis en fait la vérité c'est que vous n'avez même pas d'histoire du tout, que tout ça est inventé, il n'y a aucune raison de rester ensemble, quoi. Donc on retrouve le Macron il n'y a pas de culture française. Il n'y a pas de culture française, la colonisation est un crime contre l'humanité. Ce qui est très intéressant d'ailleurs, parce que... Il est très cohérent avec lui-même. Exactement. Mais il a essayé... C'est même curieux parce que... Ou alors, il est naïf et il croit que ce qui est dit aux États-Unis ne sera pas dit, ne sera pas compris en France. Parce qu'après tout, on peut... Enfin, même ce qui est dit en France en anglais, en fait. Parce qu'il était, il était même à l'Élysée. Pardon. Mais quand on parle anglais, on est plein. Exactement. Ce qui est diffusé aux États-Unis, on peut se dire, c'est un gros malin, il fait plaisir à la pensée woke américaine pour qu'ils arrêtent de nous insulter dans leurs journaux. Mais je pense que c'est même pas ça, parce qu'il ne peut pas ne pas savoir qu'on va le savoir, si on veut dire. Bon. Ou alors, comme vous dites, c'est sa pensée profonde, et quand il parle en anglais, il oublie... Il y a moins de filtres. Ouais, c'est ça. Ouais. Il oublie les mécanismes tactiques de la vie politique française. C'est un mystère, en tout cas. C'est un mystère, mais c'est inquiétant. C'est quand même à la tête de non, en même temps, c'est vous qui avez raison. Il est cohérent avec lui-même, après tout. Il faut croire que c'est ça, lui, si j'ose dire. Qu'il est ça. Qu'il est ça, voilà. Qu'il est ça. Alors, justement, j'enchaîne. Oui. Donc, Napoléon, dont on doit... le 5 mai prochain... le 200e anniversaire de sa mort. De la mort, donc le 5 mai prochain, c'était le 5 mai 1821, 5 mai 2021. Alors il faut déconstruire Napoléon ou il faut célébrer les 200 ans de la mort de Napoléon? C'est exactement la même discussion. C'est drôle parce que ça va dans c'est la même discussion. Vous savez, Stendhal dit dans une biographie de Napoléon qui est, je ne sais pas pourquoi, oubliée aujourd'hui. On en connaît quelques-unes, mais celle de Stendhal, alors qu'elle est extraordinaire, il dit quelque chose à un moment, il dit « Les Français du temps de Napoléon avaient un complexe de supériorité. Ils se prenaient pour des gens supérieurs au reste de l'humanité. Il dit, on n'a connu ça que 2 fois dans l'histoire, les Romains de l'Empire romain et les Espagnols du grand empire de Charles Quint. Et il dit, les Français, d'abord ils s'étaient émancipés des rois, il était le seul, et deuxièmement, ils avaient le plus grand homme du monde à leur tête et ils dominaient l'Europe. C'est ça, pour moi, Napoléon. Et c'est pour ça que... C'est pas très 2021, tout ça. Vous avez tout compris. Je vais vous citer un propos très 2021, c'est justement sur le sujet. La ministre, alors elle est ministre en quoi? En charge de l'égalité. Elisabeth Moreno, qui a déclaré le 7 mars sur RTL, il était l'un des plus grands misogynes. Donc, est-ce qu'on doit célébrer un misogyne, en fait? Mais c'est ça, vous avez tout compris. Normalement, on se moque complètement qu'il était misogyne ou pas. On s'en moque en vérité. Pour l'histoire, pour sa politique, on peut critiquer sa politique d'ailleurs, évidemment, mais on peut critiquer ses choix, il a fait des erreurs et tout. Mais la misogynie, normalement, relevait du terrain privé. Quand le général de Gaulle disait à Yvonne, quand les rares fois où elle voulait intervenir en politique, Yvonne, taisez-vous, vous ne connaissez rien, c'est exactement la même chose. Est-ce qu'on fait reproche? Donc, normalement, on doit faire reproche au général de Gaulle sa misogynie. Est-ce que ça change sa grandeur dans l'histoire de France? Non. Oui, ou à Marché qui demandait à Liliane de faire les valises. C'est pas après 2021 non plus. Absolument. Et moi, je pense, c'est marrant ce que vous dites, moi, je pense que Napoléon est vraiment la quintessence de tout ce que l'époque, quand je veux dire l'époque, évidemment, c'est l'idéologie dominante, déteste. C'est un homme, effectivement misogyne, un guerrier, un conquérant, quelqu'un qui veut dominer, qui dit si la France ne domine pas, elle sera dominée,
qui ne donne pas le choix, qui ne fait pas croire que on va tous être gentils et que on va s'entendre. Vous voyez, et il incarne tout ce que l'époque déteste. L'époque aime. Vous voyez, et d'après moi, c'est pour ça qu'on lui cherche des poux dans la tête. Alors évidemment, c'est la misogynie, c'est le rétablissement de l'esclavage. Personne ne veut comprendre pourquoi il fait ça. Pourquoi? Parce que c'est dans le cadre de la lutte mondiale contre l'Angleterre. Non, mais il n'y a plus de contexte historique, voilà, c'est rien. Exactement. On juge l'époque avec de voilà, et on simplifie. Et pire que ça, on théorise. C'est ça qui est extraordinaire. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'il a fait ça, c'était une décision parmi 1000 qu'il prenait dans la journée, et il n'en a pas fait, vous voyez, ça ne l'a pas empêché de dormir, comme l'intervention en Russie, ou comme... Enfin, il faut relativiser. Aujourd'hui, on a décidé que c'était le truc le plus important, et que ça prouvait qu'il avait une volonté d'extermination des Noirs, de la négrophobie. Il était à 1000 lieues de tout ça, ça n'existait pas tout ça. Vous savez, il y a une très jolie formule dans Eliphore. Eliphore a écrit un tout petit bouquin sur Napoléon, un parmi 100, et à un moment il dit il n'était pas méchant, mais c'est pas par gentillesse, c'est parce qu'il n'avait pas le temps. Et il dit, est-ce que quelqu'un qui marche vite et qui cogne contre une pierre, est-ce qu'il en veut à la pierre? Non. Très bien. Alors je vais parler d'un autre sujet d'actualité. La crise Covid, on est quand même soumis à des privations historiques de liberté, depuis plus d'1 an maintenant, ce qui n'est pas le cas d'ailleurs dans tous les pays. D'autres pays qui ont choisi d'autres stratégies, d'ailleurs parfois beaucoup plus efficaces que la France, et qui n'ont pas, comme cela, séquestré leur peuple. Moi, ce qui me frappe dans cette crise depuis le début, enfin une des nombreuses choses qui me frappent, je vais dire, c'est la faiblesse des contre-pouvoirs. Je m'entends. Alors, le Parlement. La plupart des grands médias qui sont suivis sur ce que dit Macron, mais je ne suis pas très surpris, ils sont toujours comme ça. Le Parlement et les grands partis d'opposition qui sont quand même absolument absents, qui sont là pour timorer, qui remettent en cause un peu le calendrier, qui ne rentrent pas dans le fond. Et puis, celui qu'on appelle normalement en France le juge des libertés, c'est-à-dire le Conseil d'État, qui parfois est extrêmement, mais vous allez nous en parler, sourcilleux, pointilleux sur certains points, et qui là, quand il s'agit des plus grandes libertés fondamentales des Français, est totalement aux abonnés absents. Et valide tout ce que fait le gouvernement. C'est très intéressant, je vais vous dire. Vous en pensez quoi de tout ça? Parce que décidément, il y a une cohérence dans vos questions. Je me demande même si vous avez remarqué à quel point il y a une cohérence. Je vais vous dire pourquoi. Je trouve que dans cette affaire, le Conseil d'État retrouve son rôle originel. Oui, parce que Napoléon, il ne faut pas se leurrer, c'est pas un grand libéral. Donc, il invente le Conseil d'État pour avoir les gens les plus brillants autour de lui, vous connaissez bien sûr, et pour le servir, c'est-à-dire pour renforcer l'État. Vous connaissez l'histoire, vous savez très bien qu'il y avait des conseillers d'État qui partaient tous les jours, où qu'ils soient, jusqu'à Moscou, pour lui faire signer des parapheurs. Bien sûr, oui. Et donc c'est pour vous dire que c'était en fait vraiment l'arme de l'État. Et là, on en pense qu'on en veut. Là, on peut dire que c'est privatif de liberté, vous avez raison. Mais il faut reconnaître qu'il retrouve là son rôle originel voulu par Napoléon, c'est-à-dire être le bras armé de l'État quand l'État a besoin. Et vous allez voir pourquoi je vous dis ça. Parce que, en vérité, le Conseil d'État se contredit lui-même. Parce que depuis 50 ans, depuis 40 ans, il prétend ne plus avoir ce rôle-là. Et avoir, au contraire, un rôle, vous l'avez très bien dit, de défenseur des libertés individuelles, etc. En particulier pour tout ce qui a trait à l'immigration. Et vous aurez remarqué que, là, sur ce sujet-là, il ne renonce pas à son nouveau rôle. Oui. Vous avez remarqué en janvier, le gouvernement a voulu suspendre le regroupement familial. Je crois que personne n'en a entendu parler. On a très peu parlé, pour des raisons sanitaires. Et là, le Conseil d'État est intervenu en disant non, par contre, le regroupement familial, vous n'y touchez pas. Eh bien, vous avez très bien dit. Et vous avez remarqué. Mais il l'a justifié par la jurisprudence européenne. Mais bien sûr, mais il n'avait pas besoin. En vérité, il pourrait. C'est lui-même, souvenez-vous, en 78, c'est l'arrêt Gisti qui est pour moi la mère de toutes les catastrophes. C'est-à-dire que quand Raymond Barre, comprenant très vite. Un des arrêts Gisti, parce qu'il y en a plein. Ah bon, d'accord. Alors 78. Célèbre, mais celui-là, j'étais encore étudiant. C'est le plus célèbre. Et c'est le plus célèbre parce que je vous assure, pour moi, c'est vraiment la mère de toutes les catastrophes. Parce que si vous voulez, Raymond Barre avait compris que le regroupement familial était en train d'aller transformer la population française, et il a arrêté tout de suite.
c'était très intelligent de sa part, et c'est le Conseil d'État qui a cassé ce décret de Raymond Barre. Voilà. Donc, si vous voulez, c'est une vieille histoire. Pourquoi je vous dis ça? Parce que là, il a refait la même chose, et il a continué, je ne veux pas vous dire quelques jours, peut-être quelques semaines, mais je ne veux pas vous dire de bêtises, pour les ramener les épouses. Oui. Oui, les mariages des binationaux. Il a validé ça aussi. Exactement. Alors vous voyez, et là vraiment, pour moi, c'est vraiment la contradiction majeure du Conseil d'État et sa logique profonde. C'est-à-dire que pour l'immigration, c'est le respect absolu de la liberté. Là, il n'y a plus de considération de l'intérêt de l'État et de l'intérêt de la France. En revanche, on en pense qu'on en veut, on peut estimer que c'est liberticide, mais sur la crise, il entend les arguments de l'État qui lui disent c'est pour l'intérêt général, c'est pour l'État, c'est pour protéger l'État. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Et cette contradiction... Même la fermeture des télésièges... Mais absolument. Mais et des si vous voulez, je vous dis, ça a été validé par le Conseil d'État. Dans cette histoire-là, il est napoléonien et ça peut nous agacer, parce qu'on a pris des habitudes, évidemment, de ça nous agace parce qu'on n'a individuelle. plus Napoléon à la tête de l'État, mais Macron, quoi. Vous avez tout Donc dit. on se dit Vous que avez les tout dit. décisions Vous sont avez tout dit. Vous avez tout dit. Et aussi, voilà, vous connaissez pour la France. le mot d'une dame à qui on dit est-ce que vous voulez la monarchie, la République ou l'Empire? Et elle dit oh mais moi je suis pour la monarchie si vous voulez, si le roi c'est Bonaparte. Oui, voilà. Bah oui. Non, mais c'est intéressant. Donc, on n'a pas rebondi sur les partis d'opposition à l'Assemblée. Oh, alors là, non, vraiment. Les grands médias. Oui, non, là, les grands médias, ils sont même le relais. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Vraiment le relais de la propagande d'État. Et le Parlement, vous avez raison. Mais ça fait longtemps que le Parlement ne sert plus à rien. Et ça, le général de Gaulle l'a voulu ainsi, il faut être honnête. Et en tout cas, il a voulu arrêter la machine du Parlement qui dominait la vie politique. Oui, bien sûr. Alors on est allé au bout du bout. Ouais. Et puis alors là, vous pourrez rajouter, et là vous aurez raison, le fait qu'avec avec Bruxelles, il a perdu le peu de pouvoir qu'il avait, lui avait encore laissé Michel Debré. C'est devenu une question enregistreuse des directives. Exactement. Dernière question, c'est une question sur la nation. Est-ce que là on est dans une crise quand même, c'est crise Covid, avec plein d'aspects, et puis derrière une crise économique qui arrive, et puis on est dans une crise existentielle, vous en parlez, vous l'écrivez suffisamment, française, historique, donc on est vraiment là en période de grande crise. Est-ce qu'en période de crise, mais je vais revenir à la crise Covid par exemple, est-ce que les crises, c'est le moment qui révèle qu'on a besoin de la nation, ou certains nous disent, ils prennent à l'envers, ils disent mais c'est une crise à dimension mondiale, c'est vrai que l'épidémie elle est mondiale, ou comme on pourrait parler de l'environnement ou d'autres sujets. Donc, il faut y répondre par une gouvernance mondiale. Vous voyez Très bien. Vous positionnez comment là-dessus? Moi, je vois comment on réagit les gens. Les gens, ils n'ont pas dit « Ouh là là, les Chiliens sont malades, ouh là là, les Brésiliens sont malades, ouh là là, les Australiens sont malades, c'est triste. » En vérité, c'est qu'on n'a de solidarité que nationale. Ouais. On peut avoir des affections. Moi, par exemple, j'aime les Italiens... comme des frères, donc vous voyez, c'est vrai, on peut avoir des élections, on peut dire quand on foot, on aime l'équipe d'Argentine ou l'équipe du Brésil. Moi, quand j'étais jeune, j'aimais l'équipe de Hollande parce que je trouvais qu'ils étaient extraordinaires. Vous voyez, on peut avoir ça, c'est évident. Mais c'est pas la même chose. Il y a le sentiment de solidarité, il n'est que national. En fait, on le voit bien. Alors, on peut dire effectivement, c'est une épidémie mondiale, mais en vérité, toutes les épidémies ont toujours été mondiales. Ouais. La grippe espagnole, ça a toujours été mondial. Ouais, et on n'a pas dit, il faut un gouvernement mondial pour régenter ça. J'avoue que je ne comprends pas très bien cet argument. Ou alors, je le comprends trop bien. Moi non plus, je le comprends pas. Non, franchement, c'est pas du tout de la mauvaise foi. Non, je suis d'accord. Je vois pas le rapport. Je crois que c'est un pur sophisme. Moi, exactement. Je pense que c'est un pur sophisme. Ouais. Peut-être qu'on est de parti pris, on est sûrement de parti pris, mais je pense que c'est un pur sophisme. Et là, on voit bien que, d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que dans un premier temps, tout le monde a le même réflexe national. Même les Allemands, même... Surtout les Allemands, d'ailleurs. Alors, le couple franco-allemand... Et là, plus personne n'existe. Les Allemands ferment les frontières. Ici, eux, ils n'en parlent jamais. Exactement, je sais. Oui, mais là, ils en rigolent. Ils ont fermé leurs frontières. Exactement, ils s'en moquent complètement. Ils ont des réflexes nationaux. Oui. Et c'est Emmanuel Macron et peut-être Angela Merkel, je ne sais pas, parce que je ne sais pas quelle est exactement, mais qui essayent de profiter, et qui en profitent d'ailleurs, de cette crise pour faire des espèces de coups, alors à la fois des coups d'État et des coups médiatiques, pour dire, vous voyez, en vérité,
à chaque fois qu'il y a une crise, vieille méthode Jean Monnet, on a besoin de plus d'Europe. Alors le pauvre, si j'ose dire, ça se retourne toujours contre lui. Puisque le grand emprunt, son fameux moment hamiltonien dont il rêve, du nom de George Hamilton, est en train. Voilà, d'abord, on n'a toujours pas l'argent, et puis ça va nous coûter plus cher que ça. Voilà, donc puis bref. Ça s'enlise complètement. Voilà. Même si j'ai vu que quand même, ils ont gagné une bataille avec la cour de Karlsruhe. La cour de Karlsruhe a dit, vous avez vu. Ça oui, la cour de Karlsruhe, elle a dit. Il reste 12 pays. Voilà. Oui, non, ça va être très lent. Bon, bref. Et puis alors le pire, évidemment, c'est même pas ça, ce sont les vaccins, évidemment, où là l'Europe s'est ridiculisée, mais là tout le monde l'a vu. Donc ça ne marche pas, son truc, et effectivement, vous avez raison, mais c'est naturel. Moi, je crois que c'est une erreur de parcours, en fait. On croit, mais c'est ce que je dis, alors je dis souvent ça, parce que ça m'amuse, et je crois que c'est vrai. Je pense qu'on est, et nos élites sont hugoliennes. Vous savez, c'est la fameuse phrase, je la cite souvent, parce que Victor Hugo est souvent pris de lyrisme fou, et là, sa fameuse phrase c'est demain les Russes, les Anglais, les Français, les Italiens seront comme les Auvergnats, les Bretons, les Corésiens, que sais-je encore, et ils feront une même nation. Moi je pense qu'en fait ça n'arrivera jamais. On peut le regretter, après tout, pourquoi pas. Moi qui suis napoléonien, je pense d'ailleurs que l'empire napoléonien aurait pu devenir la France, c'est-à-dire qu'on aurait pu assimiler les Italiens du Nord, les Allemands rhénans, vous voyez, cette région-là, les Belges, je pense que ça aurait fait des Français parfaits. Je dis toujours ça, je ne vois pas la différence entre Cologne et Strasbourg, par exemple. Vous voyez, ou entre Milan et Nice. Honnêtement, vous n'en trouverez pas beaucoup. Donc ça aurait pu faire, vous voyez, une grande France. Mais au-delà de ça, je pense que c'est impossible, parce que d'abord, il n'y a plus d'État central qui assimile. L'État français du 19e siècle, de Napoléon jusqu'à... on peut dire, jusqu'à Jaurès, vous voyez, ou jusqu'à Blum même, honnêtement, il assimile férocement, et donc il est très efficacement, pour le meilleur, vraiment le meilleur de notre histoire, et pour le reste, il n'y a pas ça, Bruxelles ne fera jamais ça, donc. Et deuxièmement, les histoires sont trop différentes, quoi. C'est la fameuse phrase de Gaulle, on ne fait pas d'omelette avec des œufs durs. Bien sûr. Je pense qu'elle reste d'actualité. Ils veulent forcer le destin. C'est très étonnant, mais ça nous ramène à votre première question. À la première question, c'est ce que j'étais en train de penser. Ouais. Pour y arriver, il faut essayer de déconstruire l'histoire, exactement. Et là, ça devient ce qu'on appelle une catastrophe. Parce qu'on ne peut pas jouer comme ça avec la réalité. En tout cas, ça provoque des réactions vives. Moi, je pense d'ailleurs que je suis tout à fait... j'ai observé, et en plus, je ne partage pas ça. Je n'ai pas de haine particulière pour Macron. Et je vois que je suis souvent en décalage avec beaucoup de gens. Et je suis vraiment, je dis ça sans ironie aucune. Moi, j'essaie d'avoir un jugement, vous voyez, politique le plus réaliste possible. Et je constate que mon manque de haine est suspect. Non, mais je vous assure, il est haï. Et je pense qu'il y a de ça là-dedans. C'est-à-dire que je pense que les gens, intuitivement, ont décelé sa volonté de déconstruire, comme il dit, la nation, et que ça les révulse. Oui, ça doit être vrai, certainement. D'autant qu'ils ne s'en cachent pas, en réalité. C'est ça. Ils peuvent avoir de l'intuition pour le comprendre, et il suffit aussi de l'écouter, notamment quand il parle en anglais. Il comprend en anglais. Oui, il devrait nous parler en anglais, en fait. Il devrait nous parler en anglais tout le temps, comme ça on verrait son projet réel. Bon, merci beaucoup, Éric. Merci à vous.